parce qu'en fait, quand on perd un enfant, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, hein. Je peux dire que pour moi, c'était vraiment de me rendre compte que quand on dit que les enfants ne nous appartiennent pas, ils ne nous appartiennent pas. Ce qui était le plus dur, c'est quand on nous demandait vous êtes combien? On m'a dit oui, mais faites des examens aux autres enfants pour le cœur, pour le nana, titata. Non, parce que je ne veux pas vivre dans la peur non plus. Classiquement, les parents se sentent coupables. J'ai pas bien fait mon job de mère, j'ai pas donné l'enfant qu'il fallait. Je sais, c'est décrit la culpabilité, mais au fond, on ne précise pas culpabilité de quoi. Bonjour et bienvenue dans Nos vies, nos voix. L'émission où on explore nos histoires, nos émotions et nos réalités. Aujourd'hui, on parle d'un sujet aussi intime qu'universel, le deuil. Dans nos familles africaines et afrodescendantes, c'est souvent un sujet qu'on aborde peu. Parfois avec pudeur, parfois avec silence. On apprend à être fort, à avancer. Mais derrière cette force, il y a souvent des blessures qui continuent de parler. Alors, comment continuer à vivre quand une partie de soi s'en va? Comment transformer la douleur en force, la perte en lumière? Pour en parler, je reçois aujourd'hui une mère et sa fille. Deux femmes liées par l'amour, la foi et une résilience qui inspire. Leur histoire nous rappelle que le deuil, ce n'est pas seulement une fin, mais aussi un chemin de renaissance. Et c'est une histoire qui me tient particulièrement à cœur, parce que je les connais personnellement. Ce sont des personnes très chères à ma vie, et je suis honorée de pouvoir leur donner la parole aujourd'hui. Bonjour maman Virginie. Bonjour ma chérie. Bonjour Roxane. Bonjour. Et comme d'habitude, pour nous accompagner dans cette conversation, nous avons le docteur et psychothérapeute, docteur Tchabou Djamani avec nous. Bonjour. Merci beaucoup à toutes d'être là. Merci. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu difficile, mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord qu'on pose le cadre. Alors, maman Virginie, combien d'enfants as-tu eu? J'ai eu 6 enfants, donc 3 filles, 3 garçons. Oh, waouh, ok, donc Le choix du roi. équilibré. Et Roxane, t'es la quantième du coup dans cette fratrie? Deuxième. La deuxième, oui. Ok. Du coup, avant le jour, on va dire le jour du drame, quelle était la dynamique à la maison? Mais en fait, on a toujours eu une bonne dynamique avec des enfants assez vivants, des parents assez proches des enfants. Donc, je crois que on reproduit chacun ce qu'on a reçu. Et moi, je viens aussi d'une famille de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Oh, waouh! Je suis la dernière. Et je crois que être la dernière, on a cette chance de pouvoir regarder les choses d'en bas et de pouvoir reproduire plus facilement. Donc, l'ambiance chez nous à la maison a toujours été très concertés aussi dans toutes les décisions, même s'ils étaient assez jeunes. Et donc, une bonne ambiance, mais vraiment. Tu confirmes? Oui, je confirme. Je pense que- On t'a mis que- loin d'elle pour que tu Voilà. puisses dire ce que tu veux dire, n'aie pas peur. Non, je pense que déjà, on est 4 à être très proches en âge. Ok. Donc, on a vraiment grandi ensemble en étant autant frères et sœurs, mais meilleurs amis aussi. Mhm. Et puis après, il y a eu les 2 plus petits. Mhm. Et eux, du coup, ça a été plus nos enfants aussi à nous. Donc, oui, c'était plutôt une dynamique où on s'occupait beaucoup l'un de l'autre. Et puis, on ne se lâche pas. Hein. Et du coup, dans cette fratrie, Nathan était le quantième? Le dernier. Le dernier. Ouais. Ok, d'accord. Donc, celui qui est venu boucler Voilà. la ceinture, le 6e. Voilà, c'est ça. Alors, comment tu décrirais ton petit frère? Ouh. Quelqu'un de très solaire. C'est un petit soleil, tout le temps en train de sourire. Je pense qu'on l'a rarement vu bouder. Un vrai nounours, je dirais un nounours. Donnait beaucoup de câlins. Était très un enfant en fait où tu t'attaches direct. Tu t'attaches direct. Et puis après c'est le dernier, donc c'est notre bébé. Et qu'est-ce que tu peux rajouter à ça, maman Virginie? Non, il n'y a vraiment franchement rien à rajouter. C'est vrai que c'était un enfant très, très attachant, en fait. Hein. On le voit aussi au niveau de l'école, aussi surtout le jour du drame, Ok. justement. Ce retour qu'on a eu montre vraiment qu'il n'y avait rien à dire. C'était vraiment un enfant solaire, donc oui. C'est très compliqué à expliquer, en fait, hein, parce que, bon,
Je crois que c'était aussi ton petit frère, de toute façon. Oui. Et avec ton petit frère, justement, on voyait ce côté où c'était vraiment un binôme. Puis ton petit frère est parti. Et il a refait binôme avec un autre. Mais c'était très particulier parce que c'est un enfant très particulier. On ne sait pas expliquer réellement le caractère, mais très doux. Très doux, très avenant, très présent aussi comme enfant. Voilà. Ok. Donc avant qu'on passe à la suite, j'aimerais vous demander, docteur, pourquoi c'est important de parler d'une personne qui est décédée, ou pourquoi c'est important de se rappeler des bons moments? C'est important de s'en rappeler parce que ça maintient un lien. Et cette personne a existé, on ne peut pas faire comme si elle n'avait pas existé. Et quelque part, en étant plus loin, elle existe autrement. Et c'est ces souvenirs-là qui permettent qu'elle continue à vivre. Et ça permet aussi d'avancer aussi, de trouver un nouvel équilibre avec la personne qui est partie, je pense. Oui. Donc oui, c'est ce que je pensais. Peut-être que je suis aussi docteur. Mais certainement. Peut-être, parce que c'est un peu ce que j'avais en tête comme réponse. Mais dans l'émission, je vais être moi le docteur et toi, tu vas être la présentatrice, comme ça. Oui, d'accord, pardon. Je blague. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va devoir entrer dans le vif du sujet. Tout à fait. Et donc, main dans la main, de loin, je vous tiens. Et est-ce que, Roxane, tu peux nous expliquer ta version, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et comment toi tu l'as vécu? Du coup, pour mettre un peu le contexte, nous les plus grands, on était en période d'examen à ce moment-là. On a l'habitude de se dire bonne nuit. On se dit toujours bonne nuit. On fait le tour de toute la maison pour dire bonne nuit à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important pour les parents. Normalement, je lui lis une histoire parce qu'il dormait dans la chambre d'à côté avec les deux plus grands frères. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on était en examen, il n'y a pas eu de l'histoire. Il y a eu le bisou de bonne nuit. Et puis, du coup, le matin, on a l'habitude de tous se préparer ensemble. Donc, chacun se réveille, on se prépare et puis on va à l'école tous ensemble parce qu'on est dans la même école. On apprête les petits et on y va parce qu'on avait aussi l'âge de s'occuper des petits et de partir avec eux. Et ce matin-là, du coup, Axel s'est réveillé. C'est le quatrième chez nous, voilà. Et en fait, il n'arrivait pas à le réveiller, donc on s'est rendu compte. Moi, j'étais dans la chambre d'à côté, donc j'ai été la première à le trouver. On a déjà eu d'autres décès dans la famille, donc pour moi, c'était pas la première fois que je voyais un corps, on va dire. Et donc du coup, il y a eu les cris, je pense, le fait de réaliser qu'il faut appeler les parents qui sont arrivés, je sais pas à quelle vitesse, on n'a même pas, ça a été assez vite. Et puis après, du coup, ça a été tout ce qui se suit. Donc, les ambulances, essayer de réanimer, essayer de... Voilà. Ok. Compliqué. Oui. Et comment tu l'as vécu, toi, maman, de ton côté? Oui, on va dire que c'est vraiment un bon résumé. Dans le sens où c'est vrai qu'il y avait, comme elle dit, tous ces rituels. C'était un peu compliqué parce que c'était une période... d'examen. Moi aussi, j'étais en examen de néerlandais. Donc, la petite histoire aussi, je n'ai pas su la lire. Il m'a demandé d'aller le border. Je lui ai dit demain. Il n'y a pas eu de demain. Le jour, enfin, on va dire le matin même, ce qui s'est passé, c'est que mon mari, Stéphane, devait aller, je crois, suivre une formation. Et donc, il devait aller prendre le train à Halle, je crois certainement, pour aller vers Bruxelles. Je ne sais vraiment plus. Mais toujours est-il qu'il n'est pas parti comme il part d'habitude. Donc, il partait un peu plus tard. Moi, je m'apprêtais, je crois, parce que je crois que ce qu'il y a aussi dans le contexte, c'est que mon père venait de mourir 6 mois auparavant. Et je m'occupais de mon père. Donc, on va dire qu'enfin, pour mes enfants, j'étais disponible. Bon, le fait de m'occuper de mon père n'a jamais été sans leur consentement parce que
ça a impliqué le fait qu'ils allaient devenir, effectivement, ils sont devenus parents des deux plus petits. Donc, ils s'en occupaient pour l'école, après l'école, et toutes ces choses-là, puisque moi, je devais m'occuper de mon père. Donc, ça faisait, entre guillemets, 6 mois que je pouvais enfin être disponible à ma propre famille, on va dire. Et donc, ce jour-là, effectivement, donc, mon mari partait plus tard. Moi, je me suis réveillée, je crois que je me suis apprêtée pour aider, parce qu'enfin, j'étais libre pour pouvoir prendre mon rôle, entre guillemets. Et là, effectivement, je crois que j'étais sortie de la salle de bain et j'ai entendu un des garçons crier. Et le cri, c'était « Nathan ne respire plus ». Et là, j'étais en... Comment ça s'appelle? J'avais juste mon essuie, je suis montée. Stéphane qui devait partir est remonté. Et effectivement, c'était pour constater, quoi, hein, comme elle dit. On avait déjà vécu pas mal de décès dans la famille. C'était pas la première des choses, mais bon, voilà, c'est comment ce qui arrive à la maison d'à côté, et puis badaboum, qui nous arrive là. Et donc j'ai vu, je l'ai trouvé, et je crois que ce que j'ai eu comme comment on va dire ça, grâce, parce que c'est vraiment une grâce, c'est que j'ai béni 3 fois. Je l'ai vu et puis j'ai crié « Béni sois-tu Seigneur », mais par 3 fois. Me demander comment, pourquoi, quoi qu'est-ce. Je peux juste dire que quand j'ai regardé mon fils, j'ai entendu « Maman, je suis partie ». Je l'ai clairement entendu. Et donc, de là, j'ai béni. Et je crois que on a pleuré, puis je suis descendue. Je ne sais même pas, je crois que c'est après qu'on m'a dit, je ne sais même pas qui a appelé les secours. J'ai été m'habiller. J'ai été m'habiller. Quand je suis sortie de là, je suis tombée sur toi. Et tu étais en train de... Tu étais défaite. Tu étais en train de, en fait, on va dire, de réclamer sur ce qui se passait par rapport à ta foi, donc par rapport à Dieu. Je sais que je t'ai pris dans mes bras et que je t'ai dit, Dieu ne peut pas vouloir nous faire du mal. Donc, tu bénis. Non, tu bénis. Oui, on se disputait à ce moment-là. Le jour même? Le jour même. Le jour même, avant même que je ne descende. Donc, je crois que papa a descendu, Nathan. C'est ça. Et moi, j'ai appelé les secours. Et les secours sont... Ouais. Donc, quand moi, je suis descendue, les secours étaient déjà là. Et on va dire que la deuxième grâce qui nous a été faite, c'est que pendant que les secours essayaient de le ranimer, en fait, il a repris toute sa couleur. Donc, il était gris en haut et il est mort, en fait, avec toute sa couleur. Donc, comme quelqu'un qui dort. Voilà, c'est une grâce et en même temps, c'est un déchirement. Parce qu'on a envie de le réveiller. Et c'est arrivé. Mon mari est arrivé un jour à la morgue et il a commencé à lui dire « Réveille-toi ». Parce que c'est pas possible, réveille-toi. Et en même temps, c'est une grâce parce que l'image qu'on garde de cet enfant qui était justement très vivant reste une image vivante. Et puis je pense que pour nous aussi, c'était, on l'a retrouvé, mais en fait, on l'a trouvé avec un sourire, donc on n'avait pas ce truc de... en fait, ça faisait encore plus mal parce que tu avais ce côté où il est solaire, il meurt avec le sourire, mais il n'est pas là. Voilà, il est plus là. Exact. Est-ce que je me demandais, c'était il y a combien de temps et quel âge il avait? Ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans. Ouais. Depuis, enfin maintenant, c'est la 11e année. Hein. Ouais. Mais il est décédé en 2014, donc ça fait 11 ans maintenant. Et il avait 5 ans. Il avait 5 ans. Et un problème de santé ou pas de problème de santé? Aucun. Aucun. Voilà. Aucun. La veille, il sautait comme un cabri, comme je dis toujours. Aucun. Il est parti à l'école la veille, donc voilà. Voilà. Et si, c'est vrai que moi, je vous entends presque 11 ans après. J'ai l'impression qu'il y a un grand chemin qui a déjà été fait, surtout chez maman Virginie. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui vous a aidé à tenir avec tout ça? J'entends qu'il y a la foi qui est là aussi, avec la bénédiction que vous demandiez à Roxane, qui n'avait pas du tout envie de bénir, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a la colère qui peut être là, c'est pas juste. Oui, je me dis, waouh, oui, vous arrivez à en parler avec tellement de...
En fait, c'est parce que depuis sa mort, en fait, hein, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'essaye de parler de cet enfant, j'ai un soleil qui m'inonde, je sais pas, une joie. Et c'est incompatible avec la tristesse, en fait. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas. Je crois qu'au 9e anniversaire, j'ai pas réussi à aller dormir parce que j'avais peur que ce soit le 3 et qu'il meure alors qu'il est mort il y a 9 ans. Que ce soit le 3. Oui, il est mort le 3 juin. Et donc, j'avais peur que ce soit... Donc, le 2, je reste dans le salon parce que je ne veux pas que le 3 arrive. Mais voilà. Et pourtant, c'était il y a 9 ans. Mais voilà, on peut tomber encore. Mais je pense que je tombe quand peut-être... parce que ça reste un deuil. Ça reste une personne qui nous manque. Mais comment je peux dire ça? Je pense que ça fait partie de ma foi et que c'est ma foi qui m'a tenue. Parce que quand on essayait de le réanimer, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Lazare, 4 jours, hein, presque en train de pourrir, machin. Voilà. Et donc, si c'est mon chemin, tu le réveilleras. Et je le sais que tu le feras. Mais si c'est pas mon chemin, que ta volonté soit faite. Et je dois accepter ma prière aussi. Je dois la vivre. Et puis, il y avait les autres enfants. Il fallait... Je l'ai enterré la semaine même. Donc, je ne voulais pas que ça dure. Les gens m'ont demandé pourquoi pas une autopsie, que le corps parte, qu'il revienne, que eux soient dans cette souffrance qui est tout le temps là et qui... non. Je trouvais qu'il fallait le faire et puis faire confiance à Dieu en disant, tu l'as repris. Amen. Béni sois-tu, mais pas commencer à se dire, on m'a dit oui, mais faites des examens aux autres enfants pour le cœur, pour le nana, titata. Non, parce que je ne veux pas vivre dans la peur non plus. Donc voilà. Et par rapport à ça, par contre, voilà. on a vécu J'allais justement assez demander, différemment. toi, Roxane. Alors, il y a eu ce parcours où on a beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup de pleurs. Je pense qu'on pleurait un peu en décalé comme ça. Donc, il y avait des jours où un de nous allait tomber, il y avait les parents pour les soutenir, il y avait nous pour soutenir les plus jeunes aussi. Et puis, il y a eu vraiment, je pense, la première année, il y a eu beaucoup de pleurs. Il y a eu énormément de pleurs. Dès qu'on arrivait aux dates aussi d'anniversaire, parce que son anniversaire est juste avant sa date de décès, il y a un mois entre, ça a été compliqué. Mai et juin, je pense que même maintenant encore, sont des mois où on sent qu'on n'a pas trop d'énergie, on n'a pas spécialement envie des gens autour de nous. On est plus un peu dans notre cocon, on a besoin d'être ensemble, ou bien on a vraiment besoin d'être avec les gens proches. Voilà. Par contre, il y a eu, du coup, elle a eu sa foi, maman, mais moi, c'est pas du tout. Moi, j'étais fâchée. Moi, c'était la foi, fallait pas m'en parler, en fait. C'était très contradictoire parce que j'ai eu un moment où j'ai vraiment pleuré et j'ai senti comme des mains qui tenaient mon cœur. Wow. Mais je rejetais parce que j'étais en mode, tu me fais souffrir, t'es pas censé me faire souffrir, t'es amour. Pourquoi on mérite ça aussi? Et puis, c'est pas la première personne qu'on perdait dans notre vie. Donc, c'était une cumulation de pertes. Et j'étais là en mode, c'est trop. Là, c'est bon, c'est trop. Donc, moi, je vais être honnête. Je pense que pendant facilement 7 à 9 ans, il y avait cette recherche de Dieu, mais sans vraiment accepter qu'il était vraiment là. Donc, moi, c'était... j'ai refoulé toutes mes émotions. Je n'avais plus d'émotions. Je ne supportais pas quand les gens pleuraient autour de moi parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. J'avais pas vraiment d'empathie non plus pour les gens. Donc, dès qu'ils venaient avec une histoire et tout, j'étais en mode, j'ai pas trop le temps pour ça. Il y a pire dans la vie. Tout à fait. Donc, j'avais tendance aussi à un peu comparaître le malheur d'une autre personne à ce que moi je vivais et la peine que je vivais, donc c'était compliqué. Mais à côté de ça, on était quand même une famille très soudée. Je pense ce jour même, du coup, il y a eu quand même... eux, ils ne l'ont peut-être pas remarqué, mais les parents s'évitaient. Ils faisaient
Wow. pendant un bon moment. Et c'était très difficile à voir parce qu'autant ils nous rassuraient, mais autant ils se fuyaient comme si on leur avait enlevé une partie de leur amour. Et puis au moment où vous êtes pris enfin dans les bras, ça nous a fait un peu surtout à moi, parce que je gérais un peu tous les appels, etc. Parce que bon, voilà, c'est le rôle que j'ai pris sur là. Mais moi, j'avoue que j'ai été dans une colère intense pendant longtemps. Puis après, il y a eu la peine, puis il y a eu plus d'émotions. Et donc, je pense qu'on se perd aussi en tant qu'enfant. En plus, on a 17 ans, on commence l'UNIF juste après. C'était trop proche. Il y avait trop de choses où Trop de changements. on a dû compartimenter aussi parce qu'on était en examen. Donc, ils nous ont enlevé quelques examens, mais ils nous ont quand même demandé de faire certains. Des examens, tu avais des profs qui étaient très bienveillants, et puis tu avais des profs qui disaient « Oui, mais si vous aviez fait vos examens, vous n'auriez pas réussi. » Donc, tu avais de la bienveillance, comme tu avais ce côté où les gens aussi ne comprenaient pas, en fait. Donc, ouais, je pense que pour nous, ça a été... les enfants, surtout niveau foi, ça a été très compliqué. Et moi, j'avais une autre question pour toi, c'est... En tant que grande sœur, est-ce que... Bon, t'es deuxième, t'es pas l'aînée, mais tu restes grande sœur quand même de 4 personnes au final. Est-ce que tu ressentais que tu devais peut-être garder un peu tes sentiments et plus être là pour les plus petits, ou tu te permettais quand même de... Je pense surtout au début. Entre nous, on se permettait de pleurer. Okay. Ça a vraiment été... Parfois, c'était les grandes qui pleuraient, parfois, c'était les petits. Mais il y avait toujours quelqu'un, en fait, vu qu'on est 5. Il y a jamais, je pense que la maison n'est jamais vide. Donc, on avait vraiment cet apaisement de pouvoir pleurer l'un avec l'autre. Okay. On s'appelait aussi. Il y a des fois où on appelait les parents, on était à la maison tout seul, on appelait parce que la maison était vide. Donc, on sentait un peu la tristesse revenir. Il y a des fois où j'ai appelé papa au boulot. J'étais au bout. Mais non. À la maison, je pense qu'on a vraiment pris le temps de pleurer. On n'a pas vraiment fait la différence entre il y a les petits, il y a les grands. Okay. Et c'était plus oui, je crois que de toute façon, même après, toute façon, bon, moi je suis toujours quelqu'un qui tient jusqu'au jour J, on va dire. Donc, mais bon, le jour J, ça allait. Le jour de l'enterrement, ça allait. Mais c'est après. C'est après. Il savait que quand il me demandait « Maman, ça va ?» je disais « C'est un slechte dag ». Là, on sait que j'allais pleurer et je pleurais avec eux. Et ils ont été d'un grand soutien parce que, entre guillemets, on va dire, toute la période où eux, ils ont pleuré, ils ont pu pleurer parce que on était là pour les tenir. Mais la période où moi, je suis tombée, eux, ils étaient vraiment là. J'ai pas eu... C'était pas des petits-enfants, c'était vraiment... ils m'ont impressionnée. Je suis vraiment fière d'eux parce que je pouvais pleurer. Je pouvais pleurer avec mes enfants. Et ça, c'était très important aussi. Et avec votre mari aussi ? Oui, mon mari, en fait, ce qui se passe, c'est que... pourquoi est-ce que, comme elle dit, on s'évite ? En fait, moi, je l'évitais. C'est plus moi qui l'évitais. Parce qu'en fait, si lui, il me touche, je m'effondre. En fait, je savais que même le jour, je crois qu'à un moment donné, je suis allée pleurer dans la cuisine, je suis tombée par terre, parce que là, c'était clair, on n'arrivait pas à le réanimer. Voilà, c'était sûr, c'était là, et tout. Mais je savais que si je me laissais consoler par lui, ça n'allait pas aller. C'était, voilà. Et puis, il y a eu aussi le moment où... dans un couple, en fait, ce que les gens ne comprennent pas toujours et qui casse les couples, j'ai compris ça parce qu'une personne m'a posé la question quelques années ou quelques temps plus tard, m'a demandé « Et tu es toujours avec ton mari ?» Et ça a été. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on me pose cette question. Mais en fait, c'est parce que les peines ne sont pas en diapason, en fait, tout simplement. Quand moi, je veux parler de Nathan, lui, il ne veut pas entendre parler. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il est moins triste, mais je crois que souvent, les gens se disent, l'autre est moins triste, il ne comprend pas. Et c'est ça qui pourrit la chose, en fait. C'est juste qu'il faut respecter que les peines sont différentes. Moi, j'avais besoin de parler de mon fils. Lui, il avait besoin de ne pas en entendre parler, parce que c'était trop dur. Comment vous faisiez, du coup, puisque... je commençais quand je sentais que je lâchais. Parce que une fois,
je crois que pendant le deuil, il y avait toutes les personnes, les enfants, les nanas. Puis, je ne le vois pas. Je sais qu'il n'est pas en haut. Et puis, je sors et je le trouve, on avait un prunier. Ouais. Il est en train de cogner à main nue. oui, à main nue, sur le prunier, en train de dire, mais Seigneur, si je ne te connaissais pas, je pourrais être en colère, mais je te connais, et je t'aime, et je ne peux pas être en colère. Et là, en fait, et je l'ai pris dans mes bras, puis je lui ai dit, c'est notre fiat. On est catholique. On sait que le fiat, c'est la Vierge Marie qui accepte de porter le Christ pour le donner au monde. Et donc, je lui dis, c'est notre oui, en fait, à Dieu. C'est notre oui, c'est notre chemin. Et voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, en fait, je pense aussi qu'une partie de moi a compris que la vie est compliquée. La vie est compliquée, mais ce que je me demande, est-ce que parce qu'on est croyant, on ne peut pas être en colère quand même? Est-ce que ça peut être une forme de prière, de dire Seigneur, on peut l'être. On peut l'être aussi. Non, tout à fait. C'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, les psaumes, c'est ça. C'est ça. Les psaumes, il y a des psaumes de colère, Bien sûr. bien rouges, Oui, là. oui. Mais c'est juste que mon caractère à moi n'a jamais été un caractère dans le conflit. En fait. Par rapport à votre mari, je rebondis quand il dit si je ne te connaissais pas, je pourrais être en colère. Mais oui, en fait, c'est c'est déjà de la colère. Mm-hmm. Si, c'est déjà de la colère. Mais je crois que on a tous un besoin de transformer. Il avait perdu son frère en 2011, donc 3 ans avant, c'est ça. Hein, et il explique qu'à un moment donné, à la morgue, il y a le meilleur ami de son frère qui arrive, de Colombie. Donc, on a dû attendre, on a tout, parce que c'était, voilà. Et à un moment donné, il console, en fait, mais lui-même, il retombe. Et il dit, là, je me suis sentie dévastée. Et il dit, d'un seul coup, j'ai senti le manteau de la Vierge me couvrir. Et il a senti tout son cœur se descendre et se calmer. Donc, je pense que par rapport à la foi, il a déjà vécu cette colère, en fait. Et je pense que quand, du coup, c'est son fils, il a cette colère qui n'est pas une colère qui reste ou qui dure ou qui n'est pas incompréhensible, en fait. Je pense en lui-même. Je pense qu'il y avait déjà un chemin qui était fait. Et du coup, docteur, est-ce que... Oui, désolée, moi aussi, j'ai eu un petit moment là. Oh, pas de souci. Mais est-ce que, docteur, la colère fait partie des différents stades du deuil? Oui. Alors, il y a une psychologue suisse, si je ne me trompe pas, Kubler-Ross, qui a décrit un peu les stades du deuil. Après le choc de l'annonce de la mort, il y a le déni, c'est pas possible. Voilà, on ne peut pas le croire, même si on le voit, mais on ne peut pas le croire. Et après ce déni, justement, il y a la colère. Comment c'est possible? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Nanana. Surtout si dans votre histoire, il y a le grand-père qui est décédé 6 mois avant, il y a l'oncle. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, là, c'est cette colère de pourquoi. Voilà, il y a un moment une espèce de marchandage, mais un peu comme avec la prière, mais écoute Seigneur, si c'est ta volonté, fais ci, enfin Lazare, et peut-être que si, et tout ça. Et puis finalement, ben non, en fait, la personne est partie, elle ne reviendra pas. Ça peut être vraiment une dépression, une tristesse de se dire à quoi ça sert de continuer, voilà. Et puis, à un moment, on va pouvoir remonter. Alors, toutes ces phases-là peuvent être présentes ou pas, plus ou moins longues, plus ou moins importantes selon les gens. Et ce que j'aime beaucoup, enfin, ce qui me touche dans votre histoire, c'est que je crois comprendre que vous vous êtes un peu laissé chacun un peu son rythme. Aujourd'hui, tu pleures, moi, je suis plus en forme, je te porte. Parce que ce qui arrive parfois aussi, c'est que les gens essaient de se raisonner. C'est la vie, les gens meurent, surtout quand ils sont plus âgés, des choses comme ça. Il faut avancer. Alors, oui, il faut avancer à un moment, mais à mon rythme, à moi. J'ai envie de dire, peut-être qu'il y en a qui se reprennent plus vite, soit qui s'accrochent à plus de choses comme la foi ou des choses comme ça, mais c'est important de s'autoriser à vivre ce qu'on vit. Oui, tout à fait, vraiment, tout à fait. Mais je pense aussi qu'on rencontre des gens, en fait, pendant le deuil. On n'est peut-être pas toujours assez attentif, mais je pense que je crois que j'ai des amis qui sont venus évidemment me soutenir. Et quand elles rentraient, en fait, elles étaient en larmes, et puis moi, je les consolais. Puis elles me disaient, mais enfin, Gina, tu comprends pas, mais comment se fait que c'est nous qui devrions te consoler? Et je disais, je suis une mère et vous êtes des mères. Il n'y aura jamais un mot qui sera consolant, en fait. Donc, ne le cherchez pas. En fait, ne vous
cassez pas la tête, parce qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui aura une phrase qui pourra m'apaiser. Et je le savais, en fait. C'est à ce moment-là qu'on comprend. Et je pense que c'est la même chose pour, surtout en tant que parent. Je ne sais pas en tant qu'enfant, hein, mais en tant que parent, je pense qu'on en est très conscient. À un moment donné, même moi, je sais que je ne vais pas trouver la phrase pour mon mari. Je pense que mon mari aussi sait qu'il ne trouvera pas la phrase pour moi. Alors, demandez aux gens qui viennent. C'est encore pire, en fait. J'ai un voisin qui est venu, qui a dit oui, mais moi, je suis vieux. Et pourquoi un enfant? Pourquoi Et je dis, mais parce que c'est la mort. La mort, que vous soyez vieux ou que vous soyez jeune, on vous pleurait et vous manquerez à quelqu'un. Je dis, donc, ça n'a pas de... C'est pas une consolation, c'est pas... Il n'y a rien à dire, en fait. C'est là, ça arrive. Et ça reste fort, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Après, je pense qu'on a eu de la chance aussi sur le fait qu'on était très bien entourés. Et on a vraiment eu plein de gens qui sont venus. Même des gens qu'on n'attendait pas. Au deuil même, il y a eu toute l'école, il y a eu des enfants. Ça a été plutôt en fait un deuil où c'est vrai qu'on était dans la peine, mais on a beaucoup de chantiers, on a beaucoup dansé. Après l'église, il y avait... on mangeait tous à la maison, mais on n'avait même plus l'impression d'être dans un deuil. Donc oui, en fait, la particularité, c'est que ce dont elle raconte, donc c'est que mes belles-sœurs ont décidé de faire un barbecue. Voilà. Alors, moi, congolaise, j'ai un barbecue après donc voilà. Mais c'était la plus belle idée. Voilà. Wow. C'était la plus belle idée parce que les cousins de mon mari, puisque lui, moitié belge, moitié congolais, donc les cousins côté belge étaient là. Ils se sont mis en short, ils ont commencé à tenir le barbecue, les cousines avaient emmené tout ça, un plat, mais c'était la fiesta. Et finalement, en fait, quand je regarde, je dis, ça ressemblait à mon fils. C'est vraiment la chose qui ressemblait à mon fils. On est arrivé effectivement, comme elle dit, devant l'église, en fait. Il y avait une messe de funérailles juste avant. Et donc, moi, j'étais persuadée que les gens qui étaient là, c'était les gens qui sortaient de la première messe de funérailles. Puis, j'ai commencé à voir que c'était des voisins, que c'était les gens de l'école, que c'était... Mais je sais que j'avais fait imprimer 400 remerciements et que tous les 400 sont partis. J'ai dû en refaire encore 100 qui sont partis aussi. Donc, ça veut dire que en une semaine, en fait, les gens au village se sont passés le mot. Et donc, là où on n'avait même pas mis de carte, les gens sont venus. L'église était bondée. Mais la particularité aussi qui était belle, c'est qu'ils ont choisi de chanter. Ils étaient à la chorale des jeunes, avec lui, qui était le plus jeune de la chorale. Voilà. Et ils ont choisi de chanter, donc c'était beaucoup de chants avec beaucoup de larmes, mais c'était très beau. C'était des chants quand même. Après, il y a eu aussi une période, j'avoue, où il y a des gens qui sont venus pleurer, mais tu n'acceptes pas qu'ils pleurent. Donc, autant on avait ce truc où il fallait, les amis et tout, on les voyait pleurer, il fallait aussi un peu les réconforter. Et ça nous faisait du bien, je pense aussi, de pouvoir réconforter l'autre. Mais il y avait aussi des gens où on était en mode, mais pourquoi vous pleurez en fait? On ne vous connaît pas, pourquoi vous êtes là? Donc, il y avait toujours une certaine colère quand même au niveau, je pense, nous, des plus jeunes. Parce que bon, ça reste notre frère et on est en mode, on n'a pas besoin de tous ces gens. Pourquoi ils sont là? On est fatigué, on a envie de pleurer, on doit toujours être là, on est en train de servir parce que du coup, dans la culture africaine, il faut quand même servir les mamans. Donc il faut servir les mamans et tout ça, flemme, c'est en mode, mais on devrait me servir moi. C'est ça. Donc c'était un peu aussi, tu avais les deux. On aime bien être entouré et puis parfois c'était un peu trop. Où on sait, mais bon, après le deuil, on se sent seul. Oui. Parce que tout le monde rentre. Et c'est là où je pense que le vrai deuil commence, je pense. Après le deuil, vous êtes retrouvés seul ou il y avait encore tous ces gens qui venaient? Non. C'était vraiment après l'enterrement, le barbecue. Tout le monde est vraiment parti. Il y a eu, je crois, peut-être ma belle-sœur et sa fille. Oui, il y en a quelques-uns qui venaient comme ça. Et justement, comment elle s'appelle? Maëva a fait la remarque. On était partis le dimanche, je crois. Donc, on l'a enterré samedi. Le dimanche, c'était la Pentecôte. Et on est
partis au cimetière. Et la petite a dit, en fait, elle a dit oui, mais il y avait tout ce monde et maintenant il n'y a plus personne. Et pourquoi c'est comme ça? Et ma grande sœur lui a répondu parce que c'est comme ça, parce que les gens viennent nous accompagner et maintenant on reste entre nous. Et c'est comme ça, c'est toujours comme ça, parce que c'est normal. Mais c'est ça en fait, c'était que cette remarque d'enfant est aussi intéressante parce que ça montre qu'effectivement, après, c'est plus le problème des autres. Et après, on le vit en fait, ce côté de, comme elle dit avec les professeurs qui vont dire oui, mais on vous a laissé passer par charité. Mais en fait, il y a des gens qui vont avoir une attitude et après, il faut être solide en fait. C'est ça. Et donc, elle a raison de dire que le vrai deuil commence dans ces gestes-là et dans ces actes-là. Et du coup, là, tantôt, on a parlé de la dynamique familiale, donc au tout début. Est-ce qu'il y a eu un déséquilibre à la maison après? D'office. On va dire que le déséquilibre vient du fait justement du nombre. Ils étaient 6. Donc ça veut dire que les 2 grandes ont toujours eu l'habitude les 2 garçons et les 2 derniers. Donc il y a eu une personne qui s'est retrouvée seule. Et comme il y avait déjà l'écart d'âge, même si elle-même, elle avait le même écart d'âge avec celui qui vient juste avant, donc 5 ans, mais c'était quand même son binôme, la personne avec qui elle faisait toutes ces bêtises. Et du jour au lendemain, j'ai pris le pli, par exemple, d'aller la déposer à l'école tous les jours, d'aller chercher mon mari tous les jours et de les déposer tous les jours. Parce que je savais que le trajet en bus serait trop violent. Parce qu'eux, ils avaient terminé les examens, donc ils étaient dans la période où on n'est pas obligé d'aller à l'école. Et donc, il fallait arriver à composer de manière à couvrir. Mais je pense que ça, c'est de caractère, en fait. Je suis très observatrice. Je vais prendre des décisions qui vont faire que tout le monde va un peu... Oui, je pense que le plus grand déséquilibre, ça a été pour elle. Ça a été pour elle parce que, comme on dit, nous, on a toujours été 4 pendant longtemps. Puis elle est arrivée... Moi, j'ai 8 ans de différence avec elle. Et puis d'un coup, elle, son binôme n'est plus là. Donc, elle, je pense que quand on voit un peu le deuil de tout le monde, c'est celle qui a eu le plus dur. C'était la plus jeune et qui a toujours dur, je parce pense. qu'elle vient de passer une crise de nouveau. Donc, c'est celle qui aura toujours le plus dur. Mais par rapport au déséquilibre, c'est vrai qu'elle perd son binôme, mais vous étiez aussi un peu les petites mamans. Je veux dire, chacun avait une espèce d'interaction quand même avec lui qui n'est plus là et qui crée aussi un vide, même si c'est peut-être pas la même chose que l'autre qui perd son compagnon de jeu. Je pense pour nous, c'était vraiment qu'on avait perdu un enfant, en fait. Donc, je pense qu'on était un peu dans la même peine que les parents, où on s'est plus occupé comme on s'occupait. Maintenant, je pense que tout le monde s'est un tout petit peu... À un certain moment, tout le monde s'est renfermé. On pleurait quand il fallait pleurer, mais il y avait aussi une vie à côté. Donc, on avait nos amis, nous, on commençait l'UNIF avec ma grande sœur en même temps. Donc, il fallait commencer l'UNIF. Donc, je pense que quelque part, on a compartimenté le côté sentimental. Il faut qu'on se refasse, mais à côté de ça, il faut qu'on nous demande de re-rentrer dans le rythme, d'arriver à étudier, à faire les choses comme il faut. Donc, pour moi, en vérité, je n'ai pas trop senti le changement de dynamique jusqu'il y avait une personne de moins. Ce qui était le plus dur, c'est quand on nous demandait « Vous êtes combien ?» Et du coup, il fallait dire... Au début, on disait 6, mais après, quand on nous demandait les âges, c'était compliqué de commencer à re-rentrer dans ça, surtout au début. Donc, on disait 5, mais d'une certaine manière, du coup, tu te sens... Tu as un mal-être parce que tu es en mode... c'est comme si tu reniais. C'est comme si tu le reniais, tu l'oublies, tu lui donnes plus sa place. Donc, je pense que dans ce côté-là, on a eu dur, surtout nous les enfants, à pouvoir dire 5 ou 6. Et après, à un moment, je pense que ça s'est remis en place. Maintenant, tu réponds quoi? Moi, j'ai toujours 6, parce que je lui donne sa place. Et quand les gens me demandent il a quel âge, je dis l'âge que je pense qu'il a, parce que d'une certaine manière... avec tous les deuils qu'on a vécus, moi, j'oublie et les dates d'anniversaire et les dates de deuil. Je pense que c'est le seul que je connais encore. Et j'oublie l'âge. Donc, pour moi, je ne sais pas du tout quel âge il a aujourd'hui. Il est resté à 5 ans. C'est en entendant les amis qui ont cet âge-là et ses binômes que je me rappelle qu'il aurait eu cet âge-là.
Mais la plupart du temps, je dis, oh, il doit avoir 15-16 ans. Donc, je dis 15-16 ans, comme ça, je ne dois pas spécialement rentrer dans les détails. Ok. Et maman Virginie, tu dis la même chose? Non. Au début, c'est vrai que c'était un peu comme elle, dans le sens où, c'est comme elle explique, on va dire, dans le sens où on n'a pas toujours envie de dire, parce que ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de soi. On a quelquefois envie de partager, quelquefois pas. Aujourd'hui, je partage beaucoup plus facilement, je pense, mais c'est depuis aussi le 10e anniversaire, C'est vrai. l'année passée, parce que, bon, il y a eu quelque chose, c'était particulier, c'est que pendant toute l'année, j'ai voulu demander une messe et à chaque fois, j'oubliais, à chaque fois, voilà. Et finalement, j'ai demandé une messe, mais c'était la messe de Noël, parce que je voulais absolument qu'on ne passe pas l'année sans. Et la messe de Noël, je sais qu'ils sont tous là. Et donc, mais normalement, le prêtre n'est pas obligé de dire oui, parce que c'est la messe de Noël, en fait. Et finalement, le prêtre a accepté. Et ce jour-là, en fait, tout le monde était là. Et c'était une messe d'action de grâce aussi pour Nathan. Mais c'était aussi le fait qu'on sait que c'est la naissance du Christ. Et en même temps, c'est de rendre grâce pour quelqu'un qui est né maintenant en Christ, on va dire, puisqu'il a rejoint le corps du Christ. Et donc, ça a été comme un apaisement. Comme si c'était, si je devrais expliquer en moi, je dirais, c'était comme si la boucle était bouclée. Mais on sait qu'elle n'est pas bouclée, mais il y a eu quelque chose de spécial cette Noël et passé, et donc voilà. Mais effectivement, au niveau des gens, quelquefois, je dis 5 enfants, quelquefois je dis 6 si j'explique, mais voilà, ça dépend. Et c'était aussi le fait que ça a été tellement difficile pour la dernière, justement, de maintenant devenir la dernière, alors qu'elle sait que... Elle a été la grande sœur de quelqu'un. Et ça a été quelque chose qu'elle a refusé pendant longtemps, et elle a même au point de refuser de grandir. Et ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Parce qu'elle avait, du coup, elle avait quel âge? Elle avait 10 ans, en fait. Quand lui, il avait 5 ans, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans. En fait, maman Virginie, j'aimerais revenir sur juste une petite parenthèse que tu as faite au début, ça fait un moment, mais ça vient de me revenir. Quand tu as dit qu'il t'avait demandé de lui lire une histoire, est-ce que par la suite, tu t'es sentie coupable? On se sent coupable. Je me suis sentie coupable parce que je ne l'ai pas fait. Je n'arrive pas à parler néerlandais. C'est recta. J'ai fait 11 modules, mais des 11 modules, je n'arrive plus à parler néerlandais. Je n'arrive plus, à un moment donné, même entendre le néerlandais. C'était comme si tu me parlais chinois, alors que j'arrivais maintenant à suivre leur conversation, à tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est comme si c'était un blackout complet. Qu'est-ce que j'allais dire encore dans ta question, c'était parce que la culpabilité. Voilà, la culpabilité, en fait, effectivement, à un moment donné, je me suis sentie coupable, mais pas comme les gens pensent, en fait, et je crois que je n'en ai jamais parlé. Je me suis sentie coupable d'avoir donné un petit frère défectueux à mes enfants. Ça n'a rien à voir. Wow. Oui. En fait, on a l'impression d'avoir fait du mal, en fait, parce que je leur ai donné quelque chose qui n'est pas resté. Et ça a été un enfer. Ça a été un enfer parce qu'il fallait me battre contre le fait que je n'y peux rien, en fait. Mais c'était ce fait de les voir si blessés, si malheureux, de voir mon mari si blessé, si malheureux. Mais c'était vraiment comme si j'avais... je leur avais fait un cadeau défectueux ou un mauvais cadeau, et aujourd'hui, ils en souffrent. Et ça a été dur. Ça a été dur, mais je ne sais pas comment, si je sais un peu comment j'en suis sortie, mais c'est toujours par la foi, en fait. Vraiment par la foi. C'est vraiment d'arriver à se dire qu'on n'est pas maître de certaines choses, parce qu'en fait, quand on perd un enfant, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, hein. Je peux dire que pour moi, c'était vraiment de me rendre compte que quand on dit que les enfants ne nous appartiennent pas, ils ne nous appartiennent pas. Et c'était faire ce constat-là qui m'a aidée aussi, parce que on met au monde, mais c'est tout ce qu'on fait. On éduque, on essaye voilà, mais c'est tout ce qu'on fait. Donc je suis complètement impuissante. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la culpabilité, parce que c'est quelque chose qui est décrit
Classiquement, les parents se sentent coupables. Après, coupables de quoi? Et c'est intéressant d'entendre pas du tout ce que vous pensez, que j'aurais dû lire l'histoire, j'ai pas été assez présente. Non, j'ai pas bien fait mon job de mère, j'ai pas donné l'enfant qu'il fallait. Et ça, c'est vrai que j'ai jamais entendu une vision pareille. Je sais, c'est décrit la culpabilité, mais au fond, on ne précise pas culpabilité de quoi. De quoi En tout cas. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on se dit pourquoi. Hein. Donc ça, c'est le chemin de la colère. Et à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, quand ce pourquoi est monté en fait en soi, je me suis dit non. Parce qu'en fait, je n'aurai jamais de réponse, donc je vais me perdre. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et donc, j'ai dû me battre pendant tout un temps contre le pourquoi. Pourquoi? Parce que la chanson que j'aime le plus au Congo, quand il y avait un deuil, quand j'étais petite, c'était Nzamba Ponio. Et parce qu'on dit Nzamba Ponio, Osalelaye. Nanzotope Namotema. Et ça a toujours été une chanson que j'ai toujours aimée. Et je l'ai chantée en moi pendant longtemps. Parce qu'il avait choisi mon fils pour que mon fils soit avec lui. Ça veut dire que c'est un enfant qui est venu pour 5 ans. Date de péremption, 5 ans. Et, mais de l'autre côté, ça nous oblige à ne pas rester au bord de notre foi. Ah oui, tu parles d'espérance. Ah oui, tu dis qu'il y a une vie après la mort. Alors comment? Et c'est la question qu'on doit se poser en fait. Et on se la pose tous les jours. Hein. C'est pas... Quand la peine revient, elle remonte très fort. On vit cette peine et puis on dit, je sais qu'il est avec toi. Parce que quand les gens disaient, tu as perdu un enfant, je rigolais puis je disais, non, je ne l'ai pas perdu, je sais où il est. Et ça a étonné les gens. Les gens étaient offusqués, un peu brusqués. Mais c'est exactement ce que je ressens jusqu'aujourd'hui, en fait. Je ne l'ai pas perdu. Absolument pas. Et j'avais du mal, hein, même jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours du mal à dire j'ai perdu un enfant. Je le dis parce que c'est la formule. Mais je sais très bien où il est. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme formulation pour dire quelque chose qui te parle? J'avais trouvé, hein, mais je crois que comme je ne l'utilise plus, je l'ai perdu. Mais c'était juste que... Non, je ne sais pas. Je sais vraiment plus. Mais je sais que j'avais effectivement une formule. Peut-être qu'il vaudrait l'écrire quelque part. Ça vaudrait la peine. J'aurais dû. Elle va remonter peut-être un jour. Et puis, voilà. Et du coup, toi, Roxane, au niveau de ta foi, parce que maman Virginie parle beaucoup de comment la foi l'a soutenue, quel a été ton appui à toi, du coup? L'appui. Mais je pense toujours la foi, en fait. Hein. Quoi qu'il arrive, même si on est en colère, d'une certaine manière, on a un peu la contradiction où on va dire je t'aime pas, je veux plus de toi, à Dieu. Et puis, tu as ce côté où, en fait, sans toi, je ne sais même pas comment je ferais, en fait. Donc, ça a été vraiment ce côté où j'ai remis tout en question. J'ai dû, comme elle dit, approfondir aussi c'était quoi l'amour et comment envoyer l'amour aussi avec sa foi. Mais moi, je vais être honnête, j'ai compartimenté énormément. Donc, comme elle dit, dans la colère, on se perd. Mais moi, je me suis perdue. Moi, je me suis complètement perdue. Je suis restée très, très focus sur mes études. Tout ce qui touchait à mes études, j'étais de mauvaise humeur. Dès que je ratais le sport qui avait été du coup, ce qui me tenait, j'étais exécrable. Je leur faisais vivre l'enfer. Et puis après, il y a eu des rencontres, des mauvaises rencontres aussi. Et puis, il y avait toujours ce côté où tu as des amis qui sont toujours dans la foi. Donc, il y a quelque part quand même quelque chose qui te rattache. Les parents vont à l'église tous les dimanches. Donc, d'une certaine manière, si tu avais envie d'aller les voir les dimanches, par principe, tu allais à l'église avec eux et puis tu allais manger. Donc, d'une certaine manière, tu n'es jamais loin de Dieu, mais tu es quand même près de Dieu. Mais moi, j'avoue que j'ai eu une énorme colère qui a pris 7 ans, en vérité. Donc, ça a pris vraiment du temps. Et puis, j'ai vécu un événement dans ma vie qui a fait en sorte qu'en fait, c'était devenu trop. C'était trop. J'avais trop refoulé, j'avais trop mis mes émotions de côté. En fait, moi, je pouvais parler du fait que j'avais perdu un frère sans problème. Mais en fait, les gens étaient tellement choqués qu'il n'y avait pas d'émotion. En fait, c'était
Ah ben, on a perdu un frère. Voilà, j'ai perdu un frère qui est mort. Et puis, tu voyais la pitié sur leur visage, mais moi, ça me faisait rien. Ok, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. C'est bien, moi, je sais en parler. Si toi, t'es triste, tu vois. Je veux dire, voilà. Mais c'est hard de dire ça comme ça, parce que ça montre à quel point t'as pas d'émotion, en fait. Et puis quand ça a été un tout, je suis vraiment tombée. Je suis vraiment, vraiment tombée. J'étais voir une psy aussi à ce moment-là. Les parents étaient là aussi. J'ai beaucoup questionné ma foi, beaucoup été dans la confrontation aussi sur la foi. Et petit à petit, je pense que je fais mon chemin, parce que je ne vais pas dire que je suis à 100%. Il y a encore des questions que j'ai. Mais d'une certaine manière, ça a quand même toujours été un peu la couverture qui te tient au chaud, même si tu as à chaque fois envie de l'enlever parce que tu as chaud et que tu es en colère. Et pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu veux être dans ma vie? Mais en fait, moi, je ne veux pas de toi, en fait. Tu vois. Donc, j'avoue que la foi, ça a été compliqué. C'était aussi compliqué de la retrouver. Je pense qu'on a eu de la chance d'avoir des parents qui étaient vraiment dedans. Mais j'avoue que même quand eux parlaient de leur foi, moi j'étais en colère. J'étais en mode, mais comment vous pouvez même croire en ça? Parce qu'on souffre en fait. Oui. On souffre pour rien. Donc oui, moi ma foi, ça n'a pas été facile, ça a été catastrophique. Mais justement, maman Virginie, j'ai une question pour toi parce que du coup, tu es restée avec 5 enfants. Chacun qui vit le deuil à sa manière. Oui. Roxane a expliqué comment elle l'a vécu et tu as dit au début aussi que tu étais très minutieuse et très observatrice. Qu'est-ce que ça te faisait par rapport à, on va être spécifique, comme elle est sur place, de la voir comme ça ou au fur et à mesure des années ou comment tu essayais de l'aider à s'en sortir? Je crois qu'à un moment donné, en fait, même quand il n'y a pas d'événement aussi spécial, un événement aussi précis, je pense qu'à un moment donné, on ne peut prêcher que par l'exemple. En fait. C'est le fait d'être là. C'est le fait d'être là. Je pense qu'il y a des choses où on peut dire oh, j'aurais bien voulu qu'ils cotent et puis j'aurais bien voulu qu'ils aillent dans un autre pays. Et puis finalement, je me rends compte que c'était une grâce, en fait, qu'ils ne soient pas partis. Parce que je pense qu'avec la douleur que chacun a eue et que chacun a évacué à sa manière, en son temps, parce que Axel, c'est pas... Ouais, ça fait Axel pas numéro 4, c'est il n'y a pas longtemps, hein, c'est il y a 3 ans. Que vraiment on peut dire qu'il a pu ouvrir une autre porte. Donc, ou quand on a déménagé, Virgile m'a dit, numéro 3, pardon, il m'a dit, c'est la première année où, justement, mes juin, où je me sens bien. Où je ne me sens pas aussi triste. Et donc, toutes ces petites choses-là, mais on a toujours partagé aussi. Hein, donc, ça veut dire que on vient des bénédicités avant de manger, mais c'est lui qui les lançait. Et donc, les premières fois, on n'a pas réussi à les faire. Et le jour où on a réussi à essayer, hein, on était tous à table en larmes. Donc, on vient de là, en fait. On vient de là. Et puis, on voit que chacun... Mais on ne peut rien faire. On ne peut que être là et leur faire comprendre qu'on est toujours assis au même banc et qu'ils nous trouveront là quand ils auront besoin. Parce que... il y a des choses qui restent. Hein. Salomé a des enfants. Et Salomé me dit, aux 5 ans de... Salomé, c'est l'aîné. Elle dit, aux 5 ans de l'aîné, donc de Jérémia, elle dit, en fait... J'ai occulté qu'il avait 5 ans. Wow. Elle dit, même le jour de l'anniversaire, oui, je suis incapable de te dire où est-ce qu'on a fêté, si on a fêté chez toi, chez moi. Elle dit, elle a occulté parce que la peur, tout comme moi en fait, c'était la peur, Jérémia va avoir 5 ans, il ne faut pas qu'il se passe quelque chose. Et ça reste parce que Kéa nous vient d'avoir 5 ans, le 24. Il y avait même cette peur-là, mais avant ça, il y avait... Dès qu'on allait dormir, la dernière personne, tout le monde allait ouvrir les portes de tout le monde. Est-ce qu'il respire? Donc, c'est quand même resté longtemps. Maintenant, on voit aussi, justement, avec les enfants de Salomé, qu'en fait,
quand ils dorment chez nous, on est aussi tout le temps alerte. Est-ce qu'ils respirent? Est-ce qu'on va vivre? Donc, il y a quand même des petites traces qui nous restent. Maintenant, je pense que voilà, comme elle a dit, maman et papa, ils ont vraiment été là. Ils nous ont laissé vivre ce qu'on devait vivre. On a fait des mauvais choix. Parfois, on s'est complètement perdu. Mais en fait, quand on est retombé, on savait que la porte était ouverte. Papa est très... quoi qu'il arrive, même si vous sortez de la maison, notre maison est toujours ouverte. Donc, tu tombes, tu rentres à la maison, tu viens prendre ce que tu dois prendre et tu repars. Et c'est tout. Et ils ont toujours été comme ça. Donc, je pense que là, on a eu beaucoup de chance. Par contre, l'histoire de justement aller ouvrir les portes, je crois que j'ai eu envie de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, si je commence... Tu étais la seule, alors. Voilà. On était la seule. On en parle tous, on sait tous qu'on le fait encore. Donc, voilà. Et pourtant, en fait, justement, tonton Guy m'a demandé, mon grand frère m'a demandé, qui a perdu en fait son petit-fils. Voilà, ça faisait partie aussi des deuils. Il avait l'âge de 7 ans, donc il aurait eu le même âge que la 5e chez nous. Et 21 ans aujourd'hui. Mais voilà, il a dit, tu ne le fais pas. Parce qu'il dit, moi, je suis pas arrivée. Après le décès d'Elias, il a commencé à chaque fois à aller ouvrir la porte des enfants. Parce que, bon, voilà. Et je lui ai dit, non. Mais effectivement, c'est un choix difficile. Mais à un moment donné, c'est toujours... Mais c'est vrai que quand je parle, du coup, je vois pourquoi je l'ai fait. Mais c'est toujours dans la même confiance de se dire, je ne leur ferai pas faire d'examen, je ne ferai pas d'autopsie. C'est toujours dans ma foi. Moi, j'ai plusieurs questions pour toi, Roxane. Tu as parlé beaucoup de cette période de colère. J'ai cru comprendre que tu n'étais plus dans cette période-là. Et je me demandais dans quelle période tu étais maintenant. Je pense que je suis dans une période où je suis dans la gratitude. Je pense qu'il y a... ça va faire maintenant 2 ans, je pense à peu près. Donc moi, je suis tombée en burn-out, etc. J'ai pu prendre du temps pour moi. J'ai quitté la Belgique, j'ai respiré. Et en fait, à ce moment-là, j'étais toute seule en Guadeloupe, toute seule avec moi-même. Et en fait, j'ai senti que mon frère était là comme mon ange gardien. J'ai toujours senti, c'était la première fois que je rêvais de lui, c'était la première fois que je le revoyais. Et en fait, je me suis dit, en fait, tu es en colère pour une personne qui est toujours là, ou une présence qui est toujours là. Et puis, il y a eu des moments de colère. C'est vrai que la colère a duré longtemps, mais c'est aussi parce que j'ai complètement refoulé. Donc, il y a eu quand même beaucoup de joie dans ces années-là. Parce qu'on est en colère, il y a une partie de nous qui est en colère. Donc, on est sans émotion, mais en même temps, on vit quand même une belle vie, on va dire. Quand on se remémore, Nathan, comme vous avez demandé au début, en fait, c'était un rayon de soleil. Donc, d'une certaine manière, c'était devenu notre mission d'être aussi des personnes qui donnent autant d'amour, autant de soleil aux autres, qui, quand on rentre dans une pièce, les gens se disent « Ah, on est posé avec eux ». Donc, moi, je l'ai vu comme ça. Maintenant, c'est vraiment la gratitude. Je sais qu'on a perdu un frère, je sais ce qu'est la mort maintenant, je sais qu'il y a quelque chose d'autre derrière la mort. Comme je dis, j'aimerais croire au paradis et à l'enfer. Je dis j'aimerais parce que d'une certaine manière, je pense aussi qu'on peut le vivre sur Terre, l'enfer, comme le paradis. J'ai pu m'apaiser avec Dieu. Oui, c'est devenu comme mon meilleur ami avec qui je parle comme ChatGPT pour les gens. Voilà. Mais sans réponse parfois, mais voilà. La réponse est moins claire. Il répond, mais c'est moins clair. Donc vraiment, j'ai vécu ce côté gratitude où je me suis dit, en fait, maintenant tu lui donnes la place de petit frère qui te suit dans toutes tes péripéties et parfois dans tes mauvaises décisions, mais il y a toujours quelqu'un pour te tenir. J'ai pu, en fait, apaiser aussi beaucoup mon cœur. Ça a apaisé aussi... Je pense qu'en fait, quand on a fait notre deuil aussi, on a senti que tout le monde était beaucoup plus calme. Tout le monde était beaucoup plus calme. Donc, on voyait un peu les deuils de tout le monde. Et quand on en parlait, parce que nous, on a un groupe Instagram avec tous les enfants. Et en fait, le jour de son décès ou le jour de son anniversaire, d'office, Axel, c'est un peu le petit... moi, j'aime bien dire les nounours de notre maison, mais aussi la personne la plus douce autour de nous. Et il ne va jamais manquer d'envoyer un message.
on sait que c'est ce date-là, mais je vous aime, ou on va vraiment s'exprimer l'amour qu'on a les uns pour les autres. Autant avec la plus jeune, elle est dans le groupe aussi. Et donc, du coup, moi, j'ai pu avoir cette gratitude de dire, en fait, il s'est passé ça, mais ça nous a emmenés à être ce genre de personnes aussi pour les autres. On a pu faire notre deuil. On a eu de la chance d'avoir des parents qui sont restés ensemble, parce que je pense que c'est notre plus bel exemple de couple, surtout dans nos couples maintenant, où on se dit, on peut surmonter ça, c'est possible, tu vois, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive aussi pour nous. Mais oui, ça a été vraiment de la gratitude. Maintenant, c'est vraiment un moment de paix. Comme je dis, on pleure encore quand on en parle, parce qu'on n'en parle pas autant que ça. Mais pas autant, ça veut dire pas autant que vous voudriez, ou pas autant que quoi? Je pense que c'est tellement devenu une partie de notre vie que c'est pas non plus quelque chose qui nous limite ou une discussion qui est restée. Si on en parle ou si quelqu'un en parle, on va en parler normalement. Oui, et c'est maintenant, vraiment, c'est pas un plus, sujet tabou en voilà. fait. Hein. On va rire, on va parler, Voilà. allez, on va l'insulter, taquiner, hein, de dire oui, maintenant t'es pas là. On le fait en fait, même en famille. Non, c'est comme elle dit en fait. Ouais, hein, en fait, je pense le côté tristesse est un tout petit peu passé. C'est plus, on a vécu 5 années, c'était chouette en fait. Tu vois, il nous manque un peu les derniers. C'est vrai qu'il nous manque. Et au plus on avance dans l'âge, au plus on vit du coup le fait d'avoir des enfants, de vouloir avoir des enfants. Quand on arrive aux parrains et marraines, c'est pas logique qu'il n'ait pas parrain. Donc, et puis quand on le voit avec ma sœur, je pense qu'elle a fait un super beau boulot sur ça. Salomé, elle l'a pas caché aux enfants. Donc, du coup, ils sont là, tonton Nathan. Et tonton Nathan, il aurait été parrain de nana, un truc et tout. Et en fait, il lui donne une place que nous, on n'aurait pas spécialement eu ce discours, en fait. Oui, elle a fait en sorte que depuis que les enfants, entre guillemets, sont conscients, elle a toujours fêté l'anniversaire. Donc, elle a toujours fait un gâteau. En fait. Et cette année-ci, comme elle s'est installée et qu'elle n'a pas encore tout là où elle est installée, elle n'a pas su faire le gâteau, mais on sent en fait ce côté où ils ont toujours célébré. Ils ont toujours célébré et que c'est important pour eux. Parce que c'est, voilà, comme on dit, c'est quelqu'un qui a été, qui a existé, qui était là et avec qui on a partagé de l'amour. J'ai encore deux questions. Parce que on parle souvent du deuil des parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents, et le deuil des frères et sœurs. Est-ce que tu as toujours trouvé que ça a eu une place, enfin d'une certaine façon oui, parce que voilà, vous étiez très soutenus dans la famille, mais est-ce que vous aviez aussi une place de personnes endeuillées Je pense que oui. Je pense qu'on l'a prise aussi, on s'est beaucoup soutenus. Comme on dit à tout le monde, on est 6 de base. Dieu nous a donné 5 personnes, ce sont nos meilleurs amis. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne se parle pas. Donc, je pense que nos liens sont très, très forts et les gens aussi autour de nous le ressentent. Ils savent que eux, c'est inséparable. C'est inséparable. Donc, même quand il y a maintenant des disputes, des trucs comme ça, on n'arrive pas à rester fâchés parce qu'en fait, on a vécu tellement quelque chose de, pour nous, traumatisant, surtout quand on est jeune. On doit se faire en tant que personne et on vit ça. C'est compliqué. Il y a 3 filles, 3 garçons. Maintenant, il y a 2 filles et il y a 3 filles, 2 garçons. Pour nous, c'était bizarre en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que ça nous a soudés énormément. Ou d'une certaine manière, bon, la dernière, elle a quand même eu beaucoup plus de mal. Elle nous a rejetés aussi à un moment. Puis elle nous a réacceptés. Puis elle a fait des liens avec certains, pas avec d'autres. Et puis après, elle a retrouvé un peu sa place. Je pense que c'est surtout elle, parce que nous, on était déjà 4. On était 4, donc on était soudés. Quoi qu'il arrive, on était soudés. Mais c'était lui, maintenant c'était elle, il fallait lui donner une place dans ces 4, parce que de base, vous êtes les petits, on est les plus grands. Et c'est là où le deuil a été un peu plus difficile, c'était de l'avoir, elle, avoir beaucoup de douleur. Où nous, on avait beaucoup de douleur, mais on arrivait à s'entraider. Où elle s'est complètement un peu détachée.
Et est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu aussi une psychothérapie ou tu as été la seule à... Moi, j'ai été, mais c'était pas du tout pour ça. Ah, mais ok. on a su, en fait, que c'était la base de tous les problèmes, on va dire. Non, je pense que j'ai la plus jeune, oui. La plus jeune, oui, mais La en plus fait, jeune, ça oui. fait partie. Elle a une maladie assez, on va dire, orpheline entre guillemets. Donc, on va dire que déjà dans ce cadre-là, elle était suivie. Elle a toujours ok. été un peu Voilà. suivie. Et mais je crois que c'est plutôt maintenant, après Ouais. toutes ces thérapies, qu'elle dit vraiment comment elle l'a vécu, ce qu'elle a ressenti, comment comment on va dire ça, le moment justement du rejet aussi de ses frères et sœurs, le fait d'être persuadée de ne pas être aimée, des choses comme ça qui ont fait en fait que ça a un peu compliqué un peu plus les choses. Mais oui, au niveau de... On nous avait voilà. proposé, je Oui. pense ils ont proposé aux parents à ce moment-là, mais je pense qu'à ce moment-là, on n'aurait pu rien dire en fait, parce qu'on avait besoin l'un de l'autre, juste l'un de l'autre. Je pense pas qu'on aurait pu dire grand-chose aussi quand je mets le recul avec l'âge. Mais moi, la première fois que j'ai été en thérapie, c'était plus pour mon burn-out, etc. Et un peu le fait que, bah, du coup, maintenant, j'arrivais plus à refouler parce que j'avais tellement refoulé. Quand j'en ai parlé la première fois, j'ai dit, bah, il est décédé, bah voilà, hop, c'est dit, on n'en parle pas en fait. Parce que je vois pas pourquoi je vais en parler, ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec... Mais en fait, on se rend compte que si. Maintenant, je pense que les garçons sont beaucoup plus... je vais pas dire qu'ils n'ont pas besoin de thérapie, mais d'une certaine manière, leur manière d'avoir fait leur deuil, c'était beau à voir. Parce qu'il y avait autant de la colère que la tristesse, mais je trouvais que c'était les deux qui exprimaient un peu mieux ce qu'ils ressentaient, plus facilement, même si on n'a pas su qu'ils faisaient leur deuil pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je pense que c'est à chaque fois quand on était plus apaisés qu'on en parlait, sans que ce soit un tabou, en fait. Donc, vu qu'on en parlait autant à la maison, je pense que d'une certaine manière, on n'y a pas pensé, en fait. Non, on n'y a pas pensé, effectivement. C'est vraiment parce qu'on avait déjà le dialogue qui était déjà quand même assez fort dans la maison. C'est possible que ça aurait pu changer encore plus de choses. Hein. C'est pas, on peut pas renier ou comment minimiser, mais... Puis c'est culturel aussi, oui. on va pas se mentir. On va pas se mentir. Tout à fait. Voilà. Moi, je viens d'une famille où on parle beaucoup. Mon mari vient d'une famille où on parle pas. Voilà. Donc, c'est très compliqué parce que même on va dire le fait de beaucoup parler, ça vient plus de moi que de lui. Mais bon. Mais pour aller lui, mais il sait être là pile poil quand par exemple, les enfants ont besoin. Quelquefois, ils me disent « Ah, j'ai discuté de ça avec papa » et moi, je tombe des nues parce que voilà. Mais il est présent. Il sera toujours présent et il est présent. Mais d'une manière différente, un peu plus. Et si vous pouviez chacune adresser un message à une famille en deuil, qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Vous pouvez même vous adresser chacune à sa caméra. et voilà. Mais en fait, de ne pas chercher de midi à 14h quelque chose qui peut nous soulager, en fait. Il faut vraiment vivre le deuil jusqu'au bout, à son rythme. On a chacun des rythmes différents dans la maison et il faut les respecter. Ne jamais avoir peur d'en parler, mais de trouver les bonnes personnes pour en parler. Parce que ce qui est vrai et qui fait le plus mal, c'est de savoir que la vie continue. Et que pour tout le monde autour, en fait, la vie continue. Donc, au bout d'un moment, ce n'est plus leur problème. Et ils ne seront plus touchés par ça. L'entourage, quelquefois l'entourage très proche. Mais il ne faut en vouloir à personne et continuer son chemin aussi. Et ne pas oublier l'amour. Parce que je crois que c'est l'amour qu'on a vécu avec cette personne. Ça reste un cadeau précieux et qu'il faut, chérir. Voilà. Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est de vivre le deuil. Il faut le vivre. Il faut accepter qu'on vit la colère, le déni, la culpabilité.
c'est pas la fin, c'est le début parce que ça nous forge, ça nous fait un caractère, on voit la vie différemment. C'est beau, on voit qu'on a de la chance de vivre, de pouvoir quand même vivre des choses juste après un deuil. Et puis, avoir confiance en Dieu, parce que je pense que d'une certaine manière, il nous aide à apaiser le cœur. Voilà. Merci, de très très beaux messages. Je ne sais pas si, docteur, vous avez un message de clôture pour... Je rebondirai sur les messages. Vous avez toutes les deux parlé de vivre le deuil. Et moi, je spécifierai un peu ce que ça veut dire quoi. C'est rester connecté à soi. Voilà. Parce que quand tu disais, j'ai refoulé, et que c'est revenu un peu comme un boomerang après, mais c'est de s'autoriser à ressentir la tristesse, la colère, à pouvoir l'exprimer, à pouvoir en parler, trouver les bonnes personnes qui peuvent entendre. Parce que c'est vrai que la vie continue. Et c'est ça qui est quelque part dur, c'est un peu comme si ça niait cette perte. Lui, il est parti, mais la vie continue, les gens continuent à se marier, à faire ci et faire ça. Et comment nous, on va retrouver un équilibre pour continuer avec tous nos souvenirs, avec toutes les belles choses qu'on a vécues avec la personne. Et je rebondis aussi sur le côté, c'est culturel de ne pas aller voir un thérapeute. Après, tout le monde n'en a pas nécessairement besoin. On a des ressources aussi. On peut trouver des ressources dans sa famille. Vous êtes une famille très unie. Et je crois que cette force aussi vous a aidé à traverser les choses parce que vous étiez là les uns pour les autres, les enfants pour les parents pour les enfants et les frères et sœurs entre eux. Et du coup, j'ai perdu ce que j'allais dire. Donc, vous étiez là les uns pour les autres, voilà. Et dans la foi, on trouve aussi beaucoup de soutien. Une petite anecdote, j'ai une patiente qui me dit « Oh là là, les psychologues, c'est quand même important, c'est bien, ça nous aide et tout, mais comment ils faisaient les gens avant, il n'y avait pas de psychologue et tout. » Je leur dis « Mais ils avaient les prêtres. Et puis elle dit « Ah oui, c'est vrai, j'étais une fois à une communion et le message du prêtre, le message du prêtre, c'était... Ça résonnait avec ce que son thérapeute disait. Donc, on a la famille, on est là les uns pour les autres, les amis, on a sa foi éventuellement, il y a plein de choses qui peuvent aider et on peut tout à fait se passer de psychothérapie. Si on en a besoin, c'est toujours une très très bonne chose, bien entendu. Je prêche pour ma paroisse. Quand même. Mais on peut aussi faire sans, donc voilà ce que je pourrais dire. Ok, merci beaucoup. Alors, je voulais vraiment vous remercier, maman Virginie et Roxane. Merci à toi. D'avoir vraiment partagé avec nous à cœur ouvert, avec sincérité. Merci pour les rires, même les pleurs aussi. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté. Ça me fait vraiment chaud au cœur et votre témoignage est, je pense, très important. Et j'espère surtout qu'il aidera beaucoup de familles, beaucoup de mamans, de sœurs qui passent par de tels moments. Merci docteur pour l'apport, ça fait toujours, je pense que ça recadre bien les choses et ça aide à poser les mots sur les sentiments. Et toujours dire aux gens aussi une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il faut toute une saison pour un deuil. C'est ça qu'on m'a dit et je l'ai expérimenté. Et ce que ça veut dire juste, c'est qu'on repasse l'anniversaire, la Noël, c'est ça les saisons, sans la personne. Et il faut toute une saison. Parfois, on peut en faire plusieurs aussi. Et on est dans quelque chose on continue à avancer quand même. Et des années après, on peut encore revenir avec des larmes, des tristesses. Mais on continue à avancer avec tout ça. Tout à fait. Et en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous dans Nos vies, nos voix. On vous retrouve dans le prochain épisode. Bye bye. Juste prendre soin de toi. C'était stressant. Beau l'amour, la santé C'est parce que c'est toi et c'est moi. Oui. La santé sociale, beau l'amour, la santé physique, beau l'amour, c'est psychologique. La santé mentale, la santé sociale, la santé physique, c'est psychologique. La santé mentale.